Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. La SLN de Kouawa, de nouveau la cible de flammes. Ce n'est plus la Serpentine qui a été brûlée, mais des camions de la société. Cette fois-ci, c'est un sentiment de dégoût qu'a tenu à nous partager l'un des employés. Nous l'écouterons dans quelques instants. À Wailou, souvenez-vous, il y a 2 ans, jour pour jour, le 22 novembre 2016, un éboulement de terrain provoqué par de fortes pluies emporta 8 habitants de des tribus de Guaro et de Wakaya. Aujourd'hui, nous avons rencontré la maman de l'une des victimes, un enfant toujours disparu. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les habitants ont été relogés? Ont-ils accepté de quitter leur terre? Est-ce que le lieu est toujours considéré comme zone à risque? Les réponses avec Pascal Sawa, maire de Wailou. Il est notre invité ce soir. C'est ludique et utile. Nous allons participer à la chasse de déchets organisée par les classes de 4e du collège Sacré-Cœur de Bourail. Un moyen de sensibiliser à la bonne santé de notre planète et inciter leurs camarades de 5e à s'inscrire à l'option environnement l'an prochain. Un reportage à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, la SLN de Kouawa, victime une nouvelle fois d'incendie. Ce n'est plus la Serpentine qui a été visée, mais une quinzaine d'engins. Les faits se sont déroulés cette nuit. Les incidents qui interviennent alors même que la PDG d'Eramet, Christelle Boris, est en visite sur le territoire. Les employés sont en colère, un sentiment partagé de dégoût qui plane sur cette affaire. Les précisions de notre correspondante du centre, Vanessa Kédé et Audrey Poïdi. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi qu'une dizaine d'engins ont été brûlés au centre minier de la SLN à Kouawa. La tête de la Serpentine a également été prise pour cible. Nous avons rencontré un salarié qui fait partie de l'équipe qui a découvert les dégâts sur place. Pour préserver son anonymat, nous avons changé son prénom. Ce matin, on est monté comme d'habitude à 3 heures. Quand on est arrivé sur mine, on a trouvé le tapis brûlé. Sur le départ, sur une installation qui s'appelle Point Main. Du coup, on a vu le tapis brûlé. Du coup, on a essayé d'éteindre avec les lance-incendies. Au bout de presque une demi-heure, on a réussi à l'éteindre. Et ça y est, c'est... Oui, on est arrivé, ça y est, c'était tout cramé déjà. Incompréhension, colère, déception. Louis espère que ce conflit se règle le plus rapidement possible. La tension est montée d'un cran, là. Et là, c'est le découragement, c'est la colère de tous les employés, quoi. Donc peut-être d'ici demain, ça va bien fermer, donc ça va monter en pression aussi autour des gens. Donc je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, ça va mal se finir, quoi. Il faut qu'on arrive à régler ce conflit-là une bonne fois pour toutes, puis qu'on reprenne normalement l'activité, quoi. Parce que nous, on ne peut pas aller travailler ailleurs. On est ici chez nous, donc on bosse chez nous, quoi. C'est difficile d'aller travailler ailleurs, de laisser sa famille et tout le reste, quoi. Ces dégradations interviennent 12 jours après le déblocage du site. Le centre est une fois de plus à l'arrêt, pour une durée indéterminée. Le gouvernement a réagi dans un communiqué aujourd'hui et déclare, je cite, « Les exactions commises sur les installations de la SLN de Kouawa dépassent aujourd'hui le stade de la revendication sociale et environnementale. Ce sont des faits criminels totalement inqualifiables. » Nous sommes allés à la rencontre également des jeunes à l'origine du blocage, maintenant levés depuis 2 semaines, mais ils ne souhaitaient pas s'exprimer devant nos caméras. Mais ils déclarent, je cite, qu'ils sont découragés de savoir que tous les regards sont tournés vers eux et rajoute, je cite, que ces actes sont isolés. De son côté, la direction de la SLN n'a pas répondu à nos sollicitations et enfin un conseil d'administration de la société a lieu en ce moment. Toujours en province nord, il y a 2 ans, à Wailou, le 22 novembre, jour pour jour, des éboulements provoqués par des fortes pluies ont causé la mort de 8 personnes, dont 2 enfants dans les tribus de Wakaya et Guaro. Retour sur les faits. Il est 6 heures du matin quand les tribus de Guaro et Wakaya se réveillent en sursaut le 22 novembre 2016. Les montagnes surplombant les tribus s'effondrent en quelques minutes et ensevelissent des corps. J'ai dit hélicoptère, courez, allez voir. Mais on n'entendait pas le bruit de l'éboulement parce qu'à cause de l'étole.
Et quand je suis sortie pour mettre mon pied ici, j'ai vu la malle là. La malle, c'est la malle où maman elle rangeait ses affaires, les toffes, des coutumes, elle rangeait dedans. Et puis c'est de là que j'ai crié hey, éboulement, éboulement. On compte 6 blessés et 8 personnes disparues dont 3 enfants. Les routes sont coupées, plus d'eau ni d'électricité. Seul l'hélicoptère peut se rendre à la tribu de Wakaya. Les habitants entament les recherches. Ils sont rejoints par les agents de la mairie, la sécurité civile et les forces armées. 2 petites filles et 2 femmes sont retrouvées dans la matinée. Le lendemain, un 5e corps est retrouvé par les secours. Voilà, donc la difficulté avec ces chantiers, c'est qu'évidemment la boue s'est tassée, il y a énormément de gravats, on ne sait pas où ils sont. Et il faut sonder, creuser, ratisser, faire des allées, des retours. C'est très fatigant et on n'a aucune certitude de pouvoir les retrouver, mais on poursuit les recherches encore. On tente d'approvisionner la population en eau, tandis que des dons arrivent des 4 coins du pays. Quelques jours plus tard, les recherches sont interrompues. Une semaine après, la météo s'annonce pluvieuse. Le maire et la sécurité civile interviennent dans les tribus à risque pour leur dire de quitter les lieux et s'abriter. Donc là, on a ouvert l'internat de Wani pour que tous les enfants, les femmes et puis les hommes, puis les vieux aussi, on va déjà se mettre à l'abri à Wani. Le maire demande la déclaration d'état de catastrophe naturelle auprès du gouvernement et demande aussi à la DIMEC d'analyser la cause de ces éboulements. 8 mois après le drame, des experts venus de France essaient de retrouver les engins explosifs signalés dans une habitation effondrée à Goinreux. Après 3 jours de recherche infructueuses, les différents acteurs décident d'arrêter les recherches le 17 juillet. 2 jours plus tard, le corps d'une jeune femme de 26 ans est retrouvé par ses proches qui n'ont jamais cessé les recherches. Il reste alors 2 corps ensevelis sous les débris. Le 15 août, le corps d'un jeune homme de 34 ans est retrouvé. Le corps de la petite fille de 7 ans du côté de Wakaya n'est toujours pas retrouvé. Alors justement, 2 ans après, nous avons décidé de retrouver la maman de la fillette dont le corps n'a pas été retrouvé. Un reportage d'Aurélie Aoutine. Des fleurs pour sa petite fille, décédée le 22 novembre 2016. C'est à cet endroit qu'Olan, 6 ans, a été retrouvée sans vie sous les décombres. Ce matin, j'ai prié et puis j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur, là où elle est bien gardée. Et quelquefois, quand je viens ici, mais ça fait mal au cœur. 2 ans après le drame, les habitants de Goinreux et Wakaya restent marqués. Maxime, lui, a perdu sa maison et 4 membres de sa famille. On ne va pas rester là sur le drame. C'est vrai que c'était lourd, mais on a supporté avec la famille. Ça fait qu'on est resté au moins 1 an ensemble, toute la famille. C'est mon le fils à mon grand frère, sur Paraouiel. L'étude menée par la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie est sans appel. Les tribus de Wakaya et Goinreux se situent dans une zone soumise à un risque élevé de mouvements de terrain. Les habitants concernés par ce risque sont alors invités à se déplacer. Evelyne et Maxime bénéficient depuis lors de logements mis à la disposition par la mairie de Wailou. On n'a pas eu de discussion encore avec le maire, puis il nous avait dit des choses, mais voilà, jusqu'à présent, ce n'était pas réalisé encore les trucs. Il nous a promis de faire des plateformes puis des maisons. Voilà. Pour bénéficier d'un accompagnement dans la reconstruction, il va falloir trouver un nouvel espace. Si pour Maxime, les aides tardent à arriver, Evelyne, elle, a déjà son terrassement. La largeur 15 et la longueur 25. 25, tu vas faire quoi ce petit 25 là? Tu peux rien faire. Tu vas mettre un petit faré ici. Mais tu vas faire ta maison où? Ils sont nombreux comme Evelyne, Maxime et leur famille à avoir le sentiment d'être oubliés. 2 ans après cette nuit tragique du 22 novembre 2016, le temps s'est comme arrêté dans cette vallée de Wakaya. Et pour répondre ce soir aux questionnements, donc Pascal Saoua, maire de Wailou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, une réaction par rapport à ce reportage et aux questionnements de cette population, de ces personnes.
Tout d'abord, un hommage encore aux personnes qui ont disparu et aux familles. C'est sûr que 2 ans, ça fait long. En tout cas, le travail continue. Ensuite, concernant les remarques des personnes, c'est vrai qu'on continue à travailler avec eux. Il y a certaines personnes qui bénéficient et qui continuent de bénéficier des différentes aides qu'on leur apporte, notamment Evelyne et Maxime qui ont bénéficié du soutien depuis. En tous les cas, on peut dire que le travail continue, que ce n'est pas facile aussi, parce qu'il y a beaucoup de freins à lever, on va dire ça comme ça, pour pouvoir installer les gens dans des situations convenables. Alors, quels sont ces freins? Les freins, c'est déjà un frein, on va dire, financier, d'une part, ok. Ensuite, il y a un frein aussi par rapport à l'accès au foncier. Il y a certains problèmes par rapport à la disponibilité foncière et par rapport à l'accès au foncier, sur le foncier coutumier notamment. Donc c'est des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux clans, aux conseils et aux tribus. Et donc arrive à un moment, on bute par rapport à l'accessibilité du foncier. Alors il faut insister sur le fait que les tribus de Wakaya et Gwaru sont toujours des zones à risque ce soir. C'est ça, ouais, les tribus de Wakaya et Gwaru sont toujours des zones à risque. Donc on a fait une étude qui a duré à peu près 1 an avec le BRGM de France et la DIMAC pour déterminer ces différentes zones à risque avec des degrés différents en fonction de l'exposition. Et donc on essaye de reloger, on reloge les gens dans des secteurs où le risque est faible, voire nul. Alors, on se souvient au moment des faits que quelques habitants touchés par les intempéries n'ont pas voulu quitter leur maison. Comme on peut le voir sur ces images, ces habitants ont-ils quitté leur maison aujourd'hui? Non, il y a des habitants qui continuent à rester, à vivre dans des zones rouges. On a considéré ça comme ça. Néanmoins, ils sont informés de la situation. Donc, le principe, c'est qu'une fois que le risque il est avéré, une fois qu'il y a une alerte, et les gens ils vont se mettre à l'abri. D'accord. Et ils ont combien de temps pour se mettre à l'abri? Parce que c'est assez... On peut dire qu'il faut qu'ils se mettent là à l'abri le plus rapidement possible. Parce qu'une fois que l'eau elle monte, ensuite les routes elles sont bloquées, il y a des crues et ils se retrouvent vite isolés dans leur secteur. Alors, monsieur le maire, je vous propose cette fois-ci d'écouter Maxime Poïdi. Il a perdu lui aussi, comme vous le savez, un de membres de sa famille lors des intempéries. Il a une question à vous soumettre. Là, voyant que j'ai tout perdu à la maison, bon là, j'ai plus rien, quoi. Et puis, juste une petite question au maire. Quand est-ce qu'il pourra me faire un terrassement, puis qui me préviennent ou qui me disent, parce que voilà, je ne veux pas attendre toujours comme ça, parce que moi, j'ai le droit de faire aussi ma maison. Voilà une réponse à Maxime ce soir. Donc la réponse, elle est simple. C'est que d'une part, on est en train de travailler sur un lotissement près du village, donc financé en partie par le Sénat, mais en parallèle, Maxime, qu'on voit ce soir, il a bloqué le chantier. Il a bloqué le chantier pour des raisons coutumières, il revendique le terrain. C'est un foncier de droit public, on va dire ça comme ça, c'est une propriété de la mairie, et donc il bloque. C'est un peu problématique, c'est pour ça que c'est des situations qui sont compliquées pour nous. On essaye de discuter. D'un côté, on veut avancer et d'un autre, on est confronté à la réalité du terrain, à des revendications foncières qui sont légitimes ou non. Dans tous les cas, on bloque sur ça pour le moment. Et vous comprenez, tout à l'heure, Evelyne qui disait que c'est trop petit, en fait, les terrains qui lui ont été attribués. Une réponse par rapport à ça? On a évalué les surfaces de façon à pouvoir avoir les disponibilités financières pour reloger tout le monde. Donc on avait un nombre important de terrassements à faire. On a essayé dans un premier temps de travailler sur des lotissements tribaux. Au final, on n'a pas réussi parce que les conseils ne s'entendaient pas pour nous donner une zone afin de mutualiser les coûts. C'est aussi ça, quoi. Donc au final, on a éclaté les zones de viabilisation. Ensuite, oui, on entend que c'est trop petit, on va continuer à travailler avec elle si elle veut quelque chose de plus accessible, on va dire ça comme ça. Et en parallèle, on continue à la loger gratuitement. Donc, il y a aussi pas mal de bénéfices par ailleurs qui permettent aux gens de continuer à vivre dans des situations, on va dire, transitoires. Alors, on a vu sur les images tout à l'heure les traces encore de ces éboulements. Est-ce que des reboisements sont prévus sur ces lieux? Ouais, on travaille en parallèle sur un grand projet de gestion du risque avec l'État. On a été lauréat d'un appel à projet de plusieurs
centaines de millions de francs, la commune de Wailou. Donc on travaille avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l'État sur un travail de fond sur la gestion, la prévention du risque et sur aussi la réduction du risque. Merci donc Monsieur le maire d'avoir accepté cette invitation ce soir. Merci à vous. Au revoir. Politique, le Parti travailliste appelle à l'unité au camp indépendantiste, même si le sujet n'a pas encore été abordé avec les composantes du FLNKS. Après son congrès ce week-end à Nengone, le parti de Louis Kocha-Oregai propose un projet de constitution. Comment voit-il les institutions du futur pays? Écoutons Louis Kocha-Oregai au micro de Lindsay Wamo. On privilégie l'identité kanak, bien sûr, avec un président de la République issu du Conseil national des grands chefs, un Premier ministre qui sera issu des élections démocratiques pour l'Assemblée nationale, mais le Parlement sera composé de 2 chambres, avec aussi le Sénat, qui sera le Sénat coutumier actuel, donc désigné par le Conseil national, par les aires coutumières. Donc voilà au niveau institution ce qu'on peut dire pour l'instant. Voilà, et concernant l'affaire des vidéos montrant des agents de la sécurité de la police nationale maltraiter des personnes interpellées, l'enquête est en cours. Selon la police nationale, les auditions se poursuivent. Pour le feuilleton de la semaine, c'est à Bouraï que nous nous rendons ce soir. Nous allons assister à la chasse aux déchets organisée pour la 2e fois par les élèves de 4e. Un événement pour inciter les 5e à choisir l'option environnement l'an prochain. Un reportage d'Océane Zobler. Ouh là là. Tiens, Nathanaël. Voilà, là, faut traverser carrément dans le cadre. Là, il y en a plein, là. Non, mais tu peux rentrer dans le caniveau pendant que tu y es aussi. Vous devez trier les bouchons d'un côté, les boîtes de l'autre Non, c'est parce qu'en fait, les bouchons, nous, on les récupère vu qu'on a des bacs à bouchons, des bacs à piles. En fait, si on met les bouchons et tout ça d'un côté. Oui, les bouchons, on les a récupérés. Et ben là, Johan, il peut peut-être aller voir pour un autre sac. On peut aller chercher. Du coup. Alors là, tu penses, toi, que t'as combien de kilos là? 5 kilos. 5. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est énorme pour une petite zone comme ça, les déchets. Surtout avec tout le nombre de poches qu'on a ramassé déjà, c'est énorme. Et ça, même pas en quoi, 20 minutes? Non, même pas 5 minutes pour ramasser ça, Oui, c'était déjà... Quel type de déchets, s'il vous plaît, vous avez pu observer? Bouteilles en plastique, canettes, c'est ça? Ouais. Beaucoup de morceaux de verre pour un parc où il y a des jeux pour enfants, c'est un peu compliqué, oui. Tous vos constats par zone, il va falloir les rajouter pour revoir après au niveau des actions. Ce qui peut être fait par le groupe d'environnement de l'année prochaine. Ben voilà, c'est pas logique si c'est un lieu pour enfants, ça soit des déchets des adultes. C'est ça. Ben, moi, ça m'a servi maintenant à prendre soin de la nature, à la préserver pour nos prochains à venir. Parce que si nous, la Terre, elle est comme ça, c'est un peu de notre faute, on est responsable de tout ça. Alors forcément, la thématique du réchauffement climatique et du développement durable, elle est plus qu'importante, elle est primordiale. Ce qu'on aime à dire, nous, c'est qu'ici au Collège Sacré-Cœur, on sème des petites graines et on espère que ça va pouvoir semer à nouveau. 1 kilo, même pas 900 grammes. Pour le groupe cantine, nous avons un résultat de 18 kilos. Pour le groupe du parc, nous avons un résultat de 31,7 kilos. C'est le parc qui a le plus de kilos. En gros, il y avait le plus de déchets.
Voilà, Andrea, élève de 4e, sera l'invitée de notre émission Bienvenue dans la bande consacrée au feuilleton. Elle sera accompagnée de la directrice de son collège. Donc une émission à suivre après la météo avec Océane Zobler. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.